Les amis, bienvenue dans Call Interview. On est avec Daniel Riolo, le consultant vedette des RMC, notamment de l'Afterfoot. Et on va parler de la grande finale de la Ligue des Champions prévue ce samedi entre le Paris Saint-Germain et l'Inter. Alors évidemment, pour Call Interview, on s'arrange un petit peu. On essaie de vous mettre dans le bain déjà de cette finale avec cette interview notamment et quelques vidéos qui vont sortir. Et du côté des RMC, c'est la même chose avec un énorme dispositif XXL pour la journée de samedi avec toutes les grosses têtes des RMC, Jérôme Roten, Gilbert Bribois, mais également Daniel Riolo qui vont être là sur toute la soirée et même plus tôt que ça pour vous mettre dans les meilleures conditions et vous faire suivre cette finale de rêve entre le PSG et l'Inter. Mais d'ailleurs, le planning c'est quoi, Daniel? Ouais, effectivement, là, il y a tellement d'événements dans ce mois de juin, hein, parce que le 31, on va considérer on est sur le mois de juin, donc le 31, la finale, ouais, on va être taquet du matin jusqu'au même, j'ai envie de dire, le lendemain, puisque tout le monde espère qu'il y ait la fête le lendemain. Donc, antenne toute la journée entre Munich et Paris, là où les choses vont se passer. On va avoir des équipes à Munich, bien sûr, le match en direct, Jean-Louis et Jérôme seront sur place. Nous, on est dans Paris pour l'after. On sera même sur les Champs-Élysées. C'est dire si on est confiant, parce qu'on veut être là où ça peut se passer dans l'après-match. Il va y avoir beaucoup de gens, tu sais, au Parc des Princes, parce qu'il va y avoir un écran géant au Parc des Princes. Donc, on imagine que si ça gagne, ça va être la grosse fête sur les champs. Donc, on sera là. On va faire l'émission sur place. Et on va aller jusqu'à 2h du matin minimum, et on peut peut-être déborder si ça gagne. Si ça gagne pas, on risque d'être un petit peu plus rapidement fatigué. Et puis après, on enchaîne avec un autre événement juste une semaine après. Bon, il y a la Ligue des Nations là, avec la fin, et le Mondial des clubs. On a un partenariat avec DAZN sur cette compétition-là, et on va faire tourner de l'after aux États-Unis. À la rencontre d'un public qui est assez nombreux aux États-Unis, qui nous suit. Il y a beaucoup d'afteriens aux États-Unis, donc on va faire. C'est vrai? Ouais, on va faire New York, Miami, Los Angeles, Las Vegas. Waouh! Franchement, on pensait pas qu'on aurait un mois de juin. Normalement, c'est calme, tu sais, quand t'as pas l'Euro, t'as pas le Mondial, c'est la période tranquille. Et là, entre le PSG, qui est en train d'arriver, qui est en finale, pardon, et dans la foulée Ligue des Nations, plus notre tournée autour du Mondial des clubs, on a un mois de juin hyper chargé, quoi. Tout va bien. C'est des bons problèmes. C'est tant mieux, c'est des bons problèmes. Ça fait plaisir. Ouais, j'allais te dire c'est les vacances, les vacances qui se profilent après cette finale, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, pas tout de suite. Bon, Daniel, j'ai vraiment besoin d'avoir ton ressenti parce que quand on avait parlé de la finale, la dernière finale qu'a disputé le Paris Saint-Germain, t'étais pas l'homme le plus confiant du monde au moment d'aborder ce rendez-vous. Il y avait des éléments des éléments qui te faisaient un peu douter. Ton ressenti global, avant qu'on entre dans le détail, ton ressenti global par rapport à cette finale-là, comment tu la sens? Écoute, cette saison, elle est tellement folle qu'il y a comme un sentiment de il peut plus rien nous arriver maintenant. Beaucoup de gens ont oublié. Alors, moi, j'accepte qu'on me critique énormément, qu'on tape dessus pour mon manque de confiance en début de saison, quand j'ai vu la première partie de cette saison qui était très dure pour le PSG, où je n'aimais pas ce que je voyais. Et où les joueurs eux-mêmes ont beaucoup douté. On dit pas assez qu'après le match de Nantes, il y a eu une explication, ce match de Nantes au Parc, qui avait donné un match nul terrible. Je sais pas si... j'ai l'impression que les gens ne se souviennent plus de cette première partie de saison. Non, ils oublient. Plus tous les matchs de poule. Évidemment, tout le monde le sait que j'étais pas dans les plus confiants sur ce qui était en train de se passer. Je le répète, beaucoup de joueurs doutaient aussi. Il y a eu une vraie explication au mois de décembre dans tout le club, autour du coach, des joueurs, de ce qui était attendu. Le coach était convaincu de ce qu'il voulait, mais le message passait pas forcément. Il y avait pas mal de doutes. Lui, en tout cas, n'a pas bougé de sa ligne. Aujourd'hui, tout va dans son sens et on a envie de dire qu'il a eu raison. Parfois, ça passe pas quand tu ne veux pas bouger de ta ligne. Parfois, ça passe. Et là, ça passe. Et c'est mieux que ça passe. C'est même fantastique. Alors, on peut toujours dire que d'ailleurs, lui-même l'a dit, Luis Enrique, que le match contre City a été le tournant. C'est là où les joueurs ont dit, voilà, on peut avoir confiance en nous. On est capable de faire des grandes choses. Et là, il y a eu le revirement complet dans cette saison. Et ça avait tellement pas bien démarré. Je rappelle quand même qu'à un moment on s'est demandé, il y a eu des débats, est-ce qu'on va sortir de la phase de poule? C'était quand même incroyable de se poser cette question-là, en se disant peut-être que comme cette équipe est jeune, on reviendra l'année prochaine et cette expérience nous aura servi. Bon, très bien, mais à part les supporters les plus béats qui de toute façon n'osent jamais critiquer ou dire quoi que ce soit, le monde du foot était quand même assez dubitatif. Et puis on a trouvé un 11.
un 12, 13, parce que ça tourne autour de 12, 13 joueurs depuis ce match Ouais. contre City. La méthode parfaitement assimilée, et tout ce qui était des promesses sont devenus des réalités. Cette équipe collective, ce raz-de-marée permanent, ce mouvement permanent autour du ballon, ce pressing et contre-pressing, tout ce qu'on avait envie de voir depuis des années au Paris Saint-Germain. Un bon état d'esprit, des joueurs hyper positifs, un coach qui dorénavant ne se brouille pas avec les journalistes à la première question. Tout s'est mis dans le bon sens. Et après toutes les années de galère du PSG, après tout ce qui s'est passé même dans cette saison, après l'évolution qu'il y a eu, t'as battu Liverpool. Bon, Aston Villa, c'est pas un monstre. Le match retour, ça a été très compliqué. T'as battu Arsenal, qui est également une très belle équipe. Bon, t'arrives en finale contre l'Inter. Ouais, t'es favori. T'es favori, il faut l'assumer, t'es favori. Les chiffres le disent, les observateurs le disent, tout le monde le dit. T'es favori. La seule question qui me reste maintenant, c'est comment tu vas assumer ce statut de favori. Mentalement, on sait que cette équipe, elle est très bien préparée. Le staff autour de Luis Enrique est très bon dans ce domaine-là. Une finale, ça reste quand même quelque chose de différent. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un adversaire qui a également fait un parcours de dingue. Parce qu'on parle beaucoup du parcours du PSG au parcours de l'Inter. Le match contre le Barça, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le match contre le Bayern aussi. Contre le Bayern, oui. Et la phase de poule qui a été très bonne. En fait, le parcours de l'Inter, il est extraordinaire. J'ai même envie de te dire qu'il est mieux que celui du PSG. À mon sens, il est mieux que celui du PSG. Entre la phase de poule, les équipes que tu as battues, le Barça dans ce match de folie pure, en Italie, moi je répondais à un média italien hier, Sky Sport, il me disait, je leur dis ouais, on a l'impression que c'est pour nous, que c'est enfin pour nous, que cette saison, ça va tourner pour le PSG. Il m'a regardé, il a dit, oh, ça peut tourner pour nous aussi. Hein. On a fait une saison de malade. Il y a 2 ans, on perd en finale. Tout le monde nous donnait battu, écrasé par Manchester City. On a perdu que 1-0 et franchement, on a fait un bon match. 2 ans après, on est encore en finale. Nous aussi, l'histoire est faite pour nous. Hein. Je t'avoue que j'ai pas su quoi lui répondre. Je lui ai dit oui, mais c'est toujours pareil, tu sais. Moi, je dis souvent dans l'émission, c'est le foot, faut faire attention parce qu'on parle toujours depuis notre balcon. Et bah, il y a d'autres balcons. Et il y a des gens qui regardent partout et qui n'ont pas forcément tout le temps les mêmes opinions. Quoi. Alors, dans tout ce que tu m'as dit là, c'est vrai que je vais rebondir sur le dernier point parce que quand j'ai préparé ta venue, tout le monde, je me suis rendu compte que tout le monde était focalisé sur Barcelone. Tout le monde voyait une finale potentielle PSG-Barcelone ou Arsenal-Barcelone en apportant que très peu de crédit à l'Inter. Et tout le monde avait parlé du fait que le Barça n'avait finalement rencontré que très peu de grosses équipes sur son parcours de Ligue des Champions et que le vrai test, c'était l'Inter. Finalement, ça se crache, ça passe pas en tout cas. Match complètement fou, mais ça ne passe pas. Et du coup, on a très peu parlé du parcours de l'Inter. L'Inter, c'est Arsenal en poule, notamment. C'est l'Atlético. Il y a eu du monde. Hein. Il y a eu vraiment du monde qui sont venus. Il y a eu une défaite, mais il y a eu vraiment du monde. Même en phase d'élimination directe, il y a eu encore le Bayern. Il y a eu du coup le Barcelone que tout le monde voyait aller en finale. Pour moi, dans la partie de tableau, enfin, dans le parcours de cette Inter-là, s'il y en a une qui a fait plus ses preuves dans les gros rendez-vous, finalement, c'est quand même cette Inter-là. Alors, j'ai plusieurs éléments parce que il y a le fait, par exemple, d'arriver, si tu m'avais parlé de ce PSG du mois de allez, février, mars, je t'aurais dit, j'y vais franchement hyper confiant. J'ai cette sensation qu'on a très souvent avec les équipes qui font un parcours de dingue et puis qui arrivent à bout de souffle en finale, qu'on a un peu perdu de cette aura de on marche sur l'eau. Ça se passe bien au Paris Saint-Germain. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un problème. Mais j'ai l'impression quand même que c'est moins fluide que ce qu'on a pu voir après face à Manchester City où il y a eu qui d'autre. Même Arsenal, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué. Le match aller d'Aston Villa, c'était très bien. Liverpool, c'était très bien. J'ai été moins convaincu par les sorties récentes. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Mais le problème, c'est que le PSG, c'est toujours pareil. Il n'y a que les matchs de Ligue des Champions qui comptent. Championnat, tu sais, autour du match contre Arsenal, les prestations en championnat, elles n'étaient pas folles. Il n'empêche que les 2 matchs contre Arsenal, ils ont été bons. À la limite, j'ai moins aimé Aston Villa. Parce que même l'aller, collectivement, c'était moins bien que ce qu'on a pu voir. Le PSG s'en est sorti. Il y a ce but absolument incroyable de Kvara. Suite à une action assez perso. Si tu gagnes que 2-1 dans ce match-là, au retour, t'es mort. Parce que le retour, le PSG n'a joué que très peu de temps dans cette rencontre. Moi, c'est plus ce moment-là que j'ai moins aimé.
Euh, Écoute, c'est quand même bien d'avoir dans les références des moments où tu as souffert, où tu n'as pas Oui, fait que être supérieur à ton adversaire. Et c'est le vrai. PSG a montré que dans ces moments de souffrance, il savait s'en sortir, et notamment grâce à un Donnarumma complètement métamorphosé. Lui aussi, il a fait partie de tous ces joueurs qu'on a beaucoup critiqués quand même cette saison. Alors, j'ai compris là où tu voulais en venir. L'Inter, euh, à part dans ce rancobolesque match contre le Barça, où parfois tu as eu l'impression que le Barça était largement supérieur, mais ils arrivaient à revenir, à s'accrocher, à passer devant. Mais l'Inter, finalement, c'est plus régulier. C'est J'ai l'impression. dans la Ligue des Champions. Euh, Moi, j'aime le fait que le PSG ait pu souffrir, notamment contre Aston Villa, qui se soit sorti de ce truc-là. Je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, le PSG aurait sombré à Villa Park. Là, que Donnarumma, qui a fait partie, comme Dembélé, comme Fabien Ruiz, comme beaucoup de joueurs du PSG. Vitinha a eu des moments moins bien aussi parce qu'il a été blessé dans la première partie de saison. Que ce gardien, moi je rappelle qu'à un moment dans cette saison, c'est long une saison, parfois on oublie tout ce qu'on dit et tout, moi compris. Hein. Mais à un moment, si Lucas Chevalier, c'était possible de le faire signer au mercato d'hiver, 80% des supporters du PSG, waouh, Bien ils sûr. signaient et Donnarumma, tu rentres chez toi quoi. Et Bien dans la sûr. deuxième partie de saison, on a retrouvé le Donnarumma de l'Euro 2021, quoi, qui est l'homme du tournoi et qui contribue à la victoire de l'Italie. Et là, dans certains matchs, il a montré que le PSG pouvait souffrir, que oui, on a beaucoup insisté sur le jeu offensif, oui, on aime beaucoup le mouvement de cette équipe, on aime beaucoup la générosité, on aime beaucoup le pressing de cette équipe. La charnière centrale, parfois, elle bégaye un petit peu, tu vois, on voit bien que Pacho, c'est très solide, et qu'avec Marquinhos, ça peut être bien, pas bien. Enfin, je trouve qu'il y a peu de faiblesses. Si tu arrives en finale de Ligue des Champions, c'est que tu n'as pas énormément de faiblesses. Mais dans les faiblesses qu'avaient identifiées certains clubs contre qui on a joué, on pointait un peu cette charnière centrale et le gardien. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. On a un gardien de classe internationale qui fait une deuxième partie de saison monstrueuse. Donc je me dis que même si tu as des moments où tu subis, ou je ne sais pas si tu vas beaucoup subir, mais en tout cas des occasions, tu vas certainement en concéder, tu as un gardien qui est capable de faire la différence sur une finale qui peut se jouer à un tout petit écart, une victoire 1-0. Je pense qu'on sera tous contents, on la prend bien sûr, tu vois. Alors on a vu Ouais. que Sommer aussi avait fait un match de dingo contre le Barça. J'ai plus envie de Mhm. croire que Donnarumma peut reproduire ce genre de performance que Sommer. Je sais pas pourquoi, mais moi, je le vois quand même un petit peu devant, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que tu auras compris Ok. que mon état d'esprit il est Il est plutôt plutôt positif quand même, hein. confiant. Ouais, ouais. Tu sais, j'ai beaucoup été négatif et cette équipe, elle a retourné beaucoup de gens quand même. Tu vois, tiens, on a quand même beaucoup souffert hein, à regarder le PSG en Coupe Ouais. d'Europe sur les dernières années. Combien de fois on n'était pas content. 2020, ok, j'ai bien aimé, mais il y avait ce contexte qui nous a enlevé un petit peu de plaisir. 2021, j'ai aimé également des choses, mais à un moment, tu as buté sur un City qui était plus fort que toi. Là, j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup d'équipes plus fortes que nous. Si l'Inter veut montrer qu'ils sont plus forts, qu'ils le montrent. Qu'ils le montrent. Ils ont un dispositif tactique qui est très intéressant, qui fait déjouer beaucoup d'équipes. Il y a un milieu de terrain avec beaucoup de joueurs techniques. Il y a des défenseurs solides. Je vois pas a priori de grosses faiblesses moi, dans cette équipe. Elle est bonne, elle a vraiment confiance en elle. Je pense que quand tu as éliminé le Barça de cette façon, bah, tu n'as pas peur du PSG. Oui, je pense qu'on va avoir le ballon, je pense qu'ils vont nous attendre. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais la science nous donne vainqueur. J'ai consulté un truc aujourd'hui là, sur les stats, les datas, machin. Bon, on est devant à 60%, au pire à 55%. Bon, Ouais. après, science exacte, le foot, j'en sais rien, tu vois. On sait très bien que un carton rouge qui tombe mal, un Oui, petit une événement dans le match, blessure, un fait de jeu qui n'importe tourne quoi. pas comme il faut. N'importe quoi. Évidemment, on sait que ça peut tout renverser. Mais la logique, normalement, d'après les chiffres, c'est marrant, je regarde jamais ce genre de choses, mais là j'ai regardé parce que ça m'arrangeait. Les chiffres nous mettent devant, Ce quoi. que j'allais Voilà. dire. Ce que j'allais te dire. Voilà. Moi, je suis plutôt confiant, je t'avoue, je suis un grand fan de Tottenham. Quand je vois que Tottenham arrive à gagner un titre, je me dis que tout est possible dans une saison comme celle-là. Donc, je vais encore une fois le voir en faveur du Paris Saint-Germain. J'ai quand même, alors, pour revenir à ce que tu disais, au sortir de cette demi-finale entre l'Inter et le Barça, tu avais dit, beaucoup étaient contents, des supporters qui appelaient à l'after. Beaucoup avaient dit, ah c'est bien, on évite le Barça, ça faisait peur quand même, ça aurait été plus compliqué. Et tu as dit, et je Non. partage complètement ta pensée,
perso, je vois pas l'Inter moins compliqué que le FC Barcelone. Surtout pour faire déjouer ce Paris Saint-Germain. J'ai tendance à penser ça. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est plus mature. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est plus équilibrée, qui est plus faite pour subir les assauts du Paris Saint-Germain que le FC Barcelone, qui a une défense, je trouve, assez poreuse. Je suis d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, à quelques heures du grand rendez-vous, tu es toujours dans cette idée que l'Inter, c'est un peu l'équipe qui est faite pour faire tomber le Paris Saint-Germain? Ouais, c'est l'impression que ça me donne. Tactiquement, c'est très en place. Je sais pas si Pavard va jouer. Pavard, c'est un élément important pour cette équipe. S'il manque, c'est mieux pour le PSG. Défensivement, ce 3-5-2 là, avec les deux pistons, là, il est tellement rodé. Il est costaud. Oui, oui. Après, le Barça, ils ont des éléments. Yamal, bon, comme je suis pas très original, c'est mon joueur favori du moment. Ils ont des fulgurances phénoménales parce qu'ils ont des joueurs que les autres n'ont pas. Mais derrière, effectivement, quand tu vois qu'ils ont pris 7 buts contre l'Inter, je pense qu'on aurait pu leur faire mal. On aurait pu leur faire mal défensivement. Avec l'Inter, le problème, c'est que je vois un match plus serré, plus close, tu vois. Et dans ce genre de match-là, tu as plus la probabilité de tomber à cause d'un fait de jeu, à cause d'un but qu'après ils vont préserver, ou dans un match dans lequel ils vont s'accrocher, ou si t'as pas la réussite rapidement, tu finis par ne pas marquer le but alors que tu as dominé. Il peut y avoir, on a déjà vu le PSG subir ça. Hein. Voilà, il peut plus y avoir ce genre de scénario-là. Tu sais, le scénario de la frustration. Je pense que l'Inter peut plus t'emmener dans ce genre de match-là. Avec le Barça, je pense que c'était clair. Ça joue à peu près de la même façon des deux côtés. Les talents auraient parlé, tu vois. Et je pense même que notre défense, notre gardien, c'est peut-être un peu meilleur qu'eux. Mais en revanche, je pense quand même si on a des très bons joueurs, je pense pas qu'on ait Yamal. Offensivement, c'est plus fort. Non, c'est plus fort. Mais oui, l'Inter, ça me semble plus compliqué dans l'approche. Ça me semble plus compliqué. D'accord. Je pense que c'est une équipe qui peut t'emmerder et faire tomber le match dans quelque chose de frustrant. Dans les armes de l'Inter, j'ai compté Thuram, j'ai compté Lautaro Martinez, j'ai compté Barella. Beaucoup de gens mentionnent ces mecs-là. Moi, j'ai un peu peur de Dumfries, je t'avoue, et de Pavard, pour des rôles... alors peut-être un peu moins clinquants. C'est pas parce que Dumfries met un doublé contre le Barça que je le mets, c'est parce que je trouve que dans cette équipe, il se transforme en une arme à la fois défensive mais surtout offensive, un peu comme Hakimi chez nous, qui me fait un peu peur. J'ai les fulgurances de Nuno Mendes qui me font un peu peur aussi, qui est capable de mouvements et d'inspiration excellente, comme de relances dans l'axe qui font flipper toute une équipe et tous les supporters du Paris Saint-Germain. L'arme, s'il y a individuellement un élément que tu dois montrer du côté de l'Inter qui te fait un peu flipper, lequel ce serait? Alors, Lautaro, je ne sais pas dans quel état il est de forme. Il n'a pas joué depuis très longtemps. Donc, je ne sais pas quel genre de finale j'ai l'impression que c'est pas dingo. De livrer. Et quand le duo est en place, c'est un duo qui peut faire mal. Lautaro-Thuram. C'est hyper rodé. Maintenant, oui, bien sûr que les deux pistons sont des armes redoutables. Di Marco n'aime pas défendre. Donc, si tu le forces à défendre, tu as déjà gagné quelque chose. Mais à contrario, il ne faut pas le laisser contre-attaquer et centrer ses longs ballons justement sur ce duo d'attaque. Oui, Dumfries, c'est une arme capitale. C'est un gars qui peut traverser des matchs sans être bon, mais quand il est bon, il te fait mal. C'est un très bon joueur, un piston parfait, quoi. En plus, tu vois, on parle beaucoup du jeu en piston de l'Inter, mais en plus, ils ont des profils qui sont totalement adaptés, parce que parfois, tu as des équipes qui se mettent dans ce schéma tactique et qui ont des joueurs, ouais, ça va, mais qui ne sont pas forcément méga adaptés. Eux, tu as les deux modèles parfaits pour faire ça, quoi. C'est vrai. Tu sais, même leur défense, alors je sais pas s'ils jouent avec Bissek ou donc Pavard, mais c'est Bissek en fait. Je pense que ce type de joueur, soit il te fait un gros match, il sort tout, il savate dans tous les sens, machin, mais il peut aussi un peu se déchirer. Il peut aussi un peu passer à côté. J'arrive pas à savoir de quel côté de la barrière je le fais tomber, bon ou pas bon. Tu vois, il me semble un peu médian. Les deux autres, c'est plus fort, quoi. Cherby, Bastoni, c'est des bons défenseurs. Ouais, c'est costaud. Un peu classique. Ils sont bons. Bastoni est un très très bon joueur. Le milieu, c'est technique. Tu me demandes d'en ressortir un, honnêtement. Ouais, Barella, c'est le métronome du milieu. Il est capable de tout faire, d'organiser, de défendre, d'ouvrir, de contre-attaquer.
Tu vois pas un élément, toi, tu vois un collectif surtout, une Mais organisation qui est rodée et il qui y veut a une faire. interview de Pavard ce matin dans l'équipe. Et visiblement, c'est donc la grande tendance du foot du moment, quoi. C'est on met en avant les collectifs plus que les Hmm, individualités. hmm, Et effectivement, il a dit, on est plus une équipe collective, on n'a pas vraiment de stars. Ok, il y a des très bons joueurs que tout le monde connaît. Après, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, moi, star, je sais plus ce que c'est, moi. Est-ce que star, ça se résume au fait qu'on ait eu Messi et Ronaldo pendant 10 ans et qui nous ont occupé l'esprit, que dans la foulée, Neymar, Mbappé au PSG, ça perpétue un petit peu cette tradition de star mondiale. Ouais, bah alors effectivement, il n'y a plus tellement de joueurs de ce profil-là, quoi. Et il n'y en a pas dans les deux équipes. Maintenant, si Dembélé gagne la finale de la Ligue des Champions, il sera certainement arrangé dans cette catégorie-là parce qu'il sera candidat au Ballon d'Or. Mais en tout cas, au-delà de ce point de vue, ouais, ce sont deux équipes qui mettent en avant réellement un gros gros collectif. Maintenant, pardon, mais je dis c'est la grande tendance, mais quelle équipe qui a gagné la Ligue des Champions récemment n'avait pas un énorme collectif? Le Manchester City de Guardiola, c'est un gros collectif. Même quand le Real gagne et qu'ils ont des hmm. joueurs qui sortent du lot, que Vinicius est l'homme de la saison 2022, ok, très bien. Mais n'empêche que quand tu vois leur milieu de terrain, avec Modric, Kroos, leurs défenseurs, il y a des bons joueurs, il y a des bons joueurs à tous les étages. Bah oui, bien Le sûr, Liverpool de bien sûr. Klopp, c'est un super collectif. Donc de toute façon, c'est toujours un super collectif. Je sais pas, Toujours, cette année, on met toujours. beaucoup ce truc en avant. Moi, j'ai pas connu d'équipe qui est allée au bout en Ligue des Champions sans avoir des Non, bons joueurs partout et avec un gros non, non, collectif, quoi. Souvent, les joueurs, en plus, c'est s'ils clair. vont loin, ils sont sublimés. Au début de la saison, tu mets Fabien Ruiz dans la catégorie grand joueur. Non, tu le mets dans joueur frustrant. Ah merde, c'est pas le Fabien Ruiz de la sélection. Ok. Nuno Mendes, c'était au mercato d'hiver, il voulait se barrer. Et puis on disait ouais, il défend pas bien. Et puis, euh, et puis Luis Enrique l'empêche d'attaquer. Et puis maintenant, c'est tout le contraire. Il y en avait plein. Dembélé, il ratait le but à 5 mètres en face. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est Les vrai, supporters du PSG c'est vrai. s'arrachaient les cheveux. Donc voilà. Et Et Barcola était le Ballon en d'Or. 8 mois, en, ouais, et en 8 mois, tu deviens un prétendant au Ballon d'Or et tu deviens un joueur extraordinaire. Ouais, c'est C'est une vrai, saison. Dans c'est une vrai. saison, il se passe plein de trucs. C'est pour ça que parfois je comprends pas trop. Il y a plein de gens qui me disent ouais, t'as dit ça sur Luis Enrique, machin. Je dis attends, un joueur, un entraîneur, il a le droit d'évoluer dans une saison. Il a le droit de tirer les enseignements de ses erreurs, de modifier des choses, de changer un point de discours, de faire des choses. Mais toi, quand tu t'es prononcé à un moment, t'as pas le droit de voir cette évolution-là. Quand il y avait Kanguinli sur le terrain, quand il y avait la tactique, je la comprenais pas. Maintenant, elle est hyper claire. Euh, Moi, je me souviens quand on faisait le jeu de l'équipe. Qu'est-ce qu'il va faire? Je disais toujours, moi je joue pas parce que de toute façon c'est impossible de savoir quel 11 il va aligner. Là maintenant le 11, on le connaît. Ah, donc c'est bien qu'il y a eu une évolution. Donc journaliste, c'est pas faire du pronostic et dire au mois de septembre, je les vois aller en finale. Et puis si ça arrive, ah j'étais trop fort, je l'ai dit au mois de septembre. Non, ta C'est gueule. un peu le jeu des réseaux sociaux, ça. Oui, voilà, ça c'est Le un jeu des truc. réseaux Un sociaux, truc. c'est ça. Oui, c'est un truc de réseaux sociaux. Oui, 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 oui. Ben oui, Oui. Après, c'est un peu ça. nous on est là pour voir aussi ce qui se passe dans une saison. Une saison c'est long, il se passe beaucoup de choses. Voilà. Je t'ai parlé du fait que j'avais l'impression que ce Paris Saint-Germain était un peu moins flamboyant que celui qu'on a connu au printemps, enfin au début du Ouais. printemps. Il y en a un autre qu'on a beaucoup stigmatisé et je trouve que la stigmatisation, elle va un peu trop sur les stats. Parce que pour moi, il n'apporte pas que ça. Je l'ai vu rentrer contre Arsenal dans la dernière demi-heure. Je trouve que le visage de l'équipe a changé, même s'il ne marque pas. C'est Ousmane Dembélé. Euh, Très honnêtement, j'aime pas trop les discussions Ballon d'Or. Voilà, je suis Mhm. honnête avec toi, j'aime pas trop ça. J'aime pas dire que Dembélé est plus fort que Yamal parce que le Paris Saint-Germain est allé en finale de la Ligue des Champions ou qu'il est plus fort que Mbappé parce que c'est encore une fois la Mhm. même raison. Mais je trouve quand même qu'il y a une maturité qui est apparue dans son jeu et tu l'as répété plusieurs fois. Toi, tu le trouves à bout de course, tu le trouves fatigué, tu le trouves moins lucide ou au contraire, tu trouves qu'il faut arrêter de résumer ça à ses buts, que certes, il a eu des périodes où il en marquait beaucoup, mais que c'est pas parce qu'il en marque pas qu'il est pas bon. Bah, il est moins frais, ça c'est sûr. Et sa blessure, on ne sait pas de quelle façon elle a été complètement résorbée. Là maintenant, on est assez longtemps après la blessure. Il faut voir dans quel état de forme il va arriver. Les buts, ça reste important. Parce que Dembélé, pour faire des différences dans la première partie de saison, il en faisait. Les jambes, le dribble, l'accélération, les différences, il les faisait. La lucidité, la confiance qu'il a eu ensuite dans son extraordinaire période, ça a changé également la face de l'équipe.
Donc, il vaut mieux quand même avoir un Dembélé capable de marquer contre Mhm. Arsenal. Quand dès la 5e minute, il met un but sur une reprise qui n'est pas en plus très claire, très limpide, parce qu'il la prend un peu limite cheville, et que ça va au fond, c'est un homme en confiance que je vois. C'est un mec qui tente en une touche sur un centre en retrait de mettre ce plat du pied croisé qui termine dans le petit filet opposé. La frappe, ok, elle n'est pas limpide, elle n'est pas propre, tout ce que tu veux, mais il est là à l'arrivée et il a une espèce d'instinct de buteur. Donc les buts de Dembélé ont été hyper importants. Tu regardes le match contre l'Atlético, le PSV, les occasions qu'il avait ratées, ça change la phase du match si tu les mets. Au bout d'un moment, la réussite, le but que tu mets, le total que tu présentes à la fin de la saison, ça compte quand même beaucoup. Donc, on ne pourra pas se passer d'un Dembélé efficace et bon samedi soir. On ne peut pas avoir un Dembélé qui sortirait parce qu'il ne serait pas en forme à la 60e et tout. Je ne sais pas si ce serait très très bon signe, quoi, tu vois. Il vaut mieux qu'il soit sur le terrain, qu'il Ouais, fasse un match plein et qu'il soit bon. Et si en plus il marque, je pense qu'on ne sera pas loin de la coupe. je pense aussi. Donc du coup, toi, si tu vois Dembélé potentiellement en grande forme, la ligne de défense dont tu m'as parlé, Bastoni, Acerbi, potentiellement Pavard, c'est quand même très costaud dans le jeu. Tu n'as pas peur de ça? Face au profil d'attaquant du Paris Saint-Germain, ça ne te... Dembélé, il peut faire sauter n'importe quelle défense. Il va vite, il dribble vite, il enchaîne vite. Même face à des très très bons défenseurs, quand il arrive lancé, il n'y a pas grand monde qui l'arrête, quoi. Donc oui, il y a une super défense. Dembélé doit être capable de la péter, cette défense. Oui, c'est possible. Ah, je suis content de t'entendre Oui, parler ça comme ça. m'inquiète pas C'est trop, ça. incroyable. Il doit pouvoir le faire, oui. Oui. Daniel, je suis trop content de t'entendre parler comme ça. Voilà. Je pense, ça fait un moment maintenant que je t'écoute, que ce soit à l'after ou que je t'ai fait venir dans cette émission, toujours avec plaisir. Je t'ai rarement entendu aussi positif et confiant. Je dis pas que tu mettrais tous tes œufs dans le même panier hein, et que tu annonces une victoire obligatoire du Paris Saint-Germain, mais je t'ai rarement entendu aussi positif par rapport à ce qui constitue cette équipe et ce qui l'a amené jusqu'ici. Donc c'est vraiment un gros Écoute, machin qui a réussi. je suis passé par plein de sentiments depuis que Luis Enrique est arrivé. Le grand paradoxe, c'est que j'ai été celui qui était le plus content au début et le plus mécontent après, et qu'aujourd'hui, on va dire que ça fait moyenne. Euh, Mhm. je me souviens au début, quand j'ai vu les joueurs, après la victoire à Dortmund, aller saluer le public, on sortait d'une période où il fallait prier les joueurs d'y aller. Je me souviens des débats où les gens pleuraient le départ de Neymar, le départ de Verratti. Et moi, je disais, vous inquiétez pas, Luis Enrique ne voulait plus de Verratti, ce qui était pour moi déjà quelque chose de très positif. Et vous allez voir ce qu'il va faire de Vitinha. J'ai tout de suite aimé beaucoup l'état d'esprit et je savais quel jeu il allait faire pratiquer. Sauf qu'après, Tu l'as perdu un il m'a peu. saoulé. Parce que son Ouais. caractère et sa personnalité me saoulent vite. Cette espèce d'arrogance sûre de soi, plus sans un penalty tombé du ciel contre Newcastle au parc, je pense qu'on ne sort pas de la phase de poule déjà l'année dernière. Une fois passé la phase de poule, j'ai l'impression qu'il arrive à tout modifier. Et ça s'est mieux passé après, contre le Barça, bon, même si tu as fini contre Dortmund, où j'étais agacé. Le match contre Dortmund, j'ai encore vu, alors oui, on dit il y a eu plein de poteaux, machin. Néanmoins, j'ai une équipe très solide qui pourrait ressembler à l'Inter d'ailleurs, a Mhm. réussi à tenir, quoi. Ok, t'as pas eu la réussite et tout, mais ça c'est le jeu de ce genre d'entraîneur-là, ça joue très souvent autour de la réussite. On a redémarré, première partie de saison, ça m'a encore pas plu. Sa communication m'a gavé au plus haut point. Cette espèce de doc qu'il a fait en plein milieu, tout ça aurait pu lui coûter extrêmement cher. On s'est plaint de sa com, il y a eu des réunions, Luis Campos est intervenu, lui a tenu bon sur ses principes, il a eu raison de tenir bon sur ses principes. Euh, j'ai évidemment beaucoup douté, tout le monde le sait. L'équipe, elle a changé de visage, mais elle a changé de visage parce qu'on n'a plus vu les dingueries, parce qu'on n'a plus vu de choix complètement fous, parce Oui, qu'on on a a vu de la vu les cohérence. 11 meilleurs mecs sur le terrain, parce que les gens me sont tombés dessus quand j'ai dit que c'était un 4-3-3 basique. Et il n'y a rien de mal, le Barça de Guardiola, c'était un 4-3-3 basique. C'est juste que quand je disais ça, c'était que c'est dessiné. Après, évidemment qu'il y a du mouvement. Évidemment qu'il peut y avoir un Hakimi qui monte et qu'il peut y avoir un mouvement autour du ballon. Jusqu'avant, il y avait un espèce de faux neuf. On ne comprenait pas où il jouait. On ne comprenait pas comment ça jouait au milieu. On ne comprenait pas les compensations. Ouais, c'était méga flou.
Après, peut-être qu'il y a des experts qui peuvent nous dire qu'eux comprenaient. J'aurais du mal à les croire. Là maintenant, moi je comprends tout. Je sais ce qui va se passer, je sais comment Hakimi va jouer. Voilà, l'équipe, on a l'impression qu'on a, depuis le match contre City, tout est clair dans notre tête. Avant, moi j'avais un brouillon. Il y a de la cohérence. Maintenant, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est propre ce que je vois. Et la touche Luis Enrique, elle est là. Mais Titi, moi c'est ce que j'ai toujours dit sur cet entraîneur. On a l'impression qu'avant, il faut qu'il goroute tout le monde, qu'il envoûte tout le monde, qu'il ne veut pas arriver à quelque chose de simple. Il refuse la simplicité parce qu'il doit montrer que son intellect est supérieur. Alors ça passe, je le répète, l'année dernière, la phase de poule c'est comme ça, cette année la phase de poule c'est comme ça. Ok, il adore jouer avec le feu, il aime jouer avec ça parce qu'il veut qu'on le suive avec une confiance totale. Il y en a qui suivent avec une confiance totale, moi je ne suis pas, moi je suis Saint Thomas, moi je veux voir avant de suivre. Ça a fait ça, c'est passé du bon côté, je me régale depuis le match contre City. C'est simple. Donc on met la petite pièce sur le Paris Saint-Germain. On met la petite pièce sur le Paris Saint-Germain quand même. Ok, bah écoute, merci Daniel. Je t'embête pas plus longtemps, merci de m'avoir donné du temps dans ta soirée. Pas de finale, on vient. Ouais, on va se régaler. Comme d'habitude, bah, on se retrouve très vite sur Call Interview. Branchez-vous à RMC pour la finale, les amis. Toute la journée, il y aura de quoi se régaler. Alors kiffez bien, organisez-vous pour avoir du temps et être dans les meilleures conditions pour voir cette finale de fou. Allez, ciao.